Cette semaine à l'école, épisode 18 du 14 janvier 2026. Bonjour tout le monde, Carl Coccaro avec vous pour parler d'éducation avec lucidité et ambition. Aujourd'hui, on se met pas la tête dans le sable, je commence l'émission en solo avec une revue de l'actualité et tout de suite après, on s'attaque à un gros morceau, les bris de service en éducation. Et pour ce faire, je reçois Bianca Nugent, qui est présidente de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, pour discuter concrètement du soutien, ou même, je dirais peut-être plus du manque de soutien pour nos élèves HDAA dans le réseau scolaire. C'est un sujet qui inquiète. Égide Royer en parle souvent dans le balado. C'est près de 3500 jeunes qui sont en bris de service au Québec. Et on va regarder ça en face avec Mme Nugent. Et pour finir, sur une note positive aussi, on découvre une nouvelle capsule des tout nouveaux parcours parents exclusifs à aidersonenfant.com, qui est notre partenaire du balado. On y parle d'impulsivité et de développement du cerveau de nos jeunes et de nos ados avec la pédopsychiatre Céline Lamy et l'animatrice Élise Marquis, qui est aussi ambassadrice d'aidersonenfant.com. Êtes-vous prêts? Allons-y tout de suite, sans plus attendre, faire le bulletin de nouvelles. Trois nouvelles ont retenu mon attention dans l'actualité cette semaine. Tout d'abord, une nouvelle dans la presse sous la plume de Mme Mélanie Marquis. On y apprend qu'une nouvelle école primaire au coin des autoroutes 10 et 30 va voir le jour en septembre prochain, produit de l'union entre l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et le Centre de service scolaire Marie-Victorin, une école qui va fonctionner à la manière d'un hôpital universitaire, donc avec des chercheurs et une meilleure coordination avec la recherche universitaire et l'élève sur le terrain et les enseignants sur le terrain. Puis un des problèmes majeurs de notre système, c'est pas toujours le manque d'argent ou de matériel, mais c'est le silence, c'est l'isolement, la culture du silo. Puis c'est facile de l'imaginer. La classe, c'est un silo. Le prof qui est seul maître à bord face à ses 25 élèves, seul avec ses réussites, puis aussi surtout seul avec ses problèmes. L'école aussi est un silo. Elle protège sa réputation, gère ses crises à l'interne, souvent sans parler à l'école voisine, qui vit pourtant probablement les mêmes choses, même sans bien communiquer parfois avec les parents. Le centre de service est aussi un silo administratif. Puis l'université, c'est parfois une tour d'ivoire, déconnectée de la boue puis de la réalité du terrain. Puis le résultat dans tout ça, c'est que comme un manque d'oxygène, un manque d'information qui ne circule pas très, très bien. Puis quand on reste entre nous, le problème du manque d'oxygène, du manque d'air devient insurmontable. On tourne en rond, on s'épuise à réinventer la roue chacun dans son coin. C'est pour ça que la nouvelle d'aujourd'hui sur l'école universitaire est si importante. C'est pas juste une question de formation, mais c'est une question de connexion. Puis l'éducation, c'est pas un sport individuel, c'est un projet collectif par excellence. Et dès qu'on met un chercheur avec un praticien, un prof avec un parent, une école avec sa communauté, c'est là que la magie opère, la pression descend, puis l'intelligence collective monte. La deuxième nouvelle qui a retenu mon attention cette semaine, c'est dans les Basses-Laurentides, dans le centre de service scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île. Là, on a un DG et toute son équipe qui ont pris une décision plutôt audacieuse d'arrêter la sélection des élèves pour les programmes particuliers basés sur les notes. C'est une petite révolution là, qui vient d'être annoncée. Donc, c'est la fin de la sélection basée sur les notes pour entrer dans les programmes particuliers comme le sport ou les arts. Pourquoi? On parle beaucoup de l'école à 3 vitesses parce que depuis 20 ans, on joue à ce jeu dangereux-là au public pour rivaliser avec le privé. On a créé nos propres petits clubs VIP où seulement certains élèves, certaines familles ont accès à des programmes particuliers, soit basés sur les notes ou même basés sur l'argent par des coûts d'inscription plus élevés. Donc, on a isolé les meilleurs, entre guillemets, dans leur propre bulle. Puis je sais que ça fait peur à certains parents parce qu'on crée parfois le nivellement par le bas, mais les études sont claires. Mélanger les élèves n'empêche pas les plus forts de réussir. Les difficultés, c'est pas contagieux. Le talent va pas disparaître au contact de la difficulté. Puis surtout, pensez au message qu'on a envoyé aux élèves en difficulté avant. Tu as de la misère en français? Ça veut dire que tu n'es pas assez bon pour faire de la musique ou faire du sport. C'était une aberration, puis c'est là encore dans beaucoup d'écoles et de centres de services scolaires. C'est souvent cette passion-là des arts, du sport, qui va donner aux jeunes l'envie de se lever le matin. Donc, le vrai défi maintenant, une fois qu'on enlève cette sélection-là, c'est dans la classe. Il va falloir outiller les profs, avoir assez de professionnels aussi en classe pour enseigner correctement à tout ce beau monde-là sans s'épuiser. Parce que la vraie réussite, c'est pas de s'isoler, c'est d'apprendre à nos jeunes leaders à tirer le groupe vers le haut, à prendre soin des autres,
puis croire dans la réussite de ceux qui ont le plus de difficultés et de croire au moteur de ces programmes particuliers-là en sport ou en art pour leur permettre d'augmenter leur motivation et de viser la réussite. La troisième nouvelle qui a retenu mon attention cette semaine, c'est un article de Daphné Dion-Vien du lundi 12 janvier où on y apprend que Québec prévoit couper 13 millions de dollars dans les sorties culturelles à l'école pour l'an prochain, pour l'année scolaire 2026-2027. On rappellera qu'il y a un budget d'environ 40 millions annuellement, donc c'est presque le tiers du budget qui devrait être amputé l'an prochain dans un but d'équilibre budgétaire au niveau gouvernemental. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de sorties culturelles qui vont être annulées. Ça veut dire que aussi les enfants provenant de milieux peut-être un peu plus pauvres culturellement ou de milieux défavorisés, peut-être que la seule chance qu'ils avaient de voir une pièce de théâtre ou d'entendre un orchestre symphonique vient de disparaître. Puis pour les enseignants, puis le monde scolaire, c'est un projet pédagogique qui tombe à l'eau parce qu'ils n'ont plus le moyen de payer le coût de l'activité ou même de payer l'autobus. Puis évidemment, il y a un impact aussi significatif pour les artistes et les diffuseurs pour lesquels c'est un 13 millions de dollars là, qui s'envole. On nous dit qu'on coupe dans le gras en éducation, mais la culture à l'école, c'est pas du gras. Au contraire, c'est des vitamines. C'est pas en coupant 13 millions puis en faisant ces économies de bout de chandelle-là qu'on va réussir à accomplir quoi que ce soit de positif. On va plutôt appauvrir le développement de la culture chez nos jeunes. Puis on sait à quel point c'est crucial en général pour notre développement. Puis c'est crucial aussi au Québec de favoriser le développement culturel et même de la langue française. On dit souvent que l'école est gratuite et obligatoire pour tous, mais pour des milliers de familles au Québec, l'école est devenue un service à temps partiel ou conditionnel, par exemple, à la disponibilité du personnel scolaire. Aujourd'hui, on met les projecteurs sur les bris de service et les exclusions qui frappent de plus en plus les élèves à besoins particuliers. Et pour en parler sans filtre, je reçois la présidente de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, Mme Bianca Nugent. Mme Nugent, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Peut-être nous expliquer en quelques mots, qu'est-ce qu'elle fait exactement, la Coalition? Est-ce que c'est plus un syndicat de parents ou un organisme d'aide? En fait, la Coalition est née d'abord d'un mouvement citoyen. C'est 3 mères de jeunes autistes qui fréquentaient l'école qui, en 2015, ont senti l'urgence d'interpeller le gouvernement pour faire entendre finalement nos réalités, les voix de nos enfants. Et par la suite, j'ai été amenée à me joindre à ce mouvement-là. À l'époque, j'étais commissaire parent des élèves HDA dans le temps que ça existait, dans le temps que les commissions scolaires existaient encore. Et en 2017, on s'est formellement incorporé en organisme à but non lucratif. Et c'est à ce moment-là que finalement notre action communautaire, bénévole aussi, en défense de droits, s'est accentuée. On a déposé des mémoires, on a participé à des commissions parlementaires, on a interpellé le ministre de l'époque dans la foulée là, de la politique nationale sur l'éducation. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, on mène à bout de bras finalement l'ensemble des enjeux qui touchent aux enfants à besoins particuliers. Oui, on vous voit beaucoup dans les médias justement pour expliquer, vulgariser, revendiquer aussi des solutions, des besoins pour ces jeunes-là. Les parents qui vous appellent ou les familles que vous côtoyez, c'est quoi leur état d'esprit actuellement dans le contexte actuel en 2026? Je vous dirais que c'est un ras-le-bol. Okay. Honnêtement, ça fait déjà pratiquement 10 ans qu'on est en action et on a l'impression qu'on se répète. Alors, les parents d'aujourd'hui, c'est pas les parents d'hier. C'est des parents qui sont éduqués, c'est des parents parfois qui sont avocats eux-mêmes, psychoéducateurs, éducatrices spécialisées, qui connaissent la réalité scolaire, souvent même ont eux-mêmes aussi œuvré en gouvernance scolaire. Alors, ils s'y connaissent. On est désemparés devant finalement des gouvernements successifs. On semble manquer de vision, semble manquer de leadership pour finalement vraiment inscrire l'éducation au 21e siècle. On a l'impression parfois qu'on éduque nos enfants sur des bases ou des écoles de pensée qui datent pratiquement des années 70. Dans le contexte actuel, on parle de coupures budgétaires, il y a des enjeux de financement, il y a des enjeux de personnel aussi.
Et un des enjeux qui revient souvent, entre autres de la part de mon co-animateur Égide Royer, c'est les bris de service. C'est les 3500 élèves à peu près qui sont en bris de service. Pour les parents qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi, à quoi ça ressemble un bris de service en éducation pour un jeune? Oui. Ben, pour faire simple, un bris de service, c'est une déscolarisation. Alors, c'est à partir du moment où est-ce que il y a une équipe école, une direction d'école, interprète finalement les comportements ou l'attitude ou la capacité finalement de nos enfants finalement l'incapacité à suivre le rythme. Okay. Alors, à ce moment-là, il y a des décisions qui se prennent. Soit que si c'est un incident plutôt de type comportemental qui a fait peur, qu'on juge comme menaçant, perturbant, alors à ce moment-là, ça peut être constitué à être comme une forme de expulsion. Ou ça peut aussi, avec l'accord des parents, qui évidemment sont désemparés, eux-mêmes devant la difficulté que leur enfant éprouve, que ce soit à suivre le rythme de la classe ou à être dans un environnement qui ne fonctionne pas bien avec sa condition, souvent connue. Alors, à ce moment-là, il y a des ententes qui peuvent se prendre pour que l'enfant reste à la maison. Tu sais, vous savez, ce que les gens comprennent plus ou moins, c'est que c'est pas l'école qui est obligatoire. C'est la fréquentation scolaire. C'est le fait d'obtenir des services éducatifs. Fait qu'à partir de ce moment-là, cette interprétation dans la loi sur l'instruction publique pose problème parce que d'un côté, on a certaines écoles, certaines directions d'école qui disent, ben, on offre un tuteur à la maison. On est dans la loi. On offre un service éducatif. On offre une entente aux parents d'une fréquentation scolaire à temps partiel. Ben, on est encore dans le respect de la loi. Mais le principe de la loi, c'est de l'instruction publique au Québec, c'est pas juste offrir un service éducatif. C'est d'instruire, de qualifier et de socialiser nos enfants. À partir du moment qu'on envoie nos enfants à l'école à domicile, par défaut d'avoir les ressources nécessaires, par défaut d'avoir les moyens nécessaires d'embaucher ou d'avoir des éducateurs qui ont répondu, par exemple, à nos offres d'emploi. Parce que c'est ça le problème à l'école. C'est que le gouvernement, à force de faire des coupures budgétaires, sans vraiment comprendre l'organisation scolaire, le rythme aussi d'embauche, fait que comme ça s'est passé l'an dernier, malheureusement, ils ont dû licencier à coup de dizaines, voire centaines d'éducateurs spécialisés, de préposés aux enfants handicapés, d'enseignants en adaptation scolaire. Et quand est venu le temps, finalement, de les réembaucher parce que, finalement, le ministère de l'Éducation a finalement changé d'idée, à la vue là, des revendications des mouvements de parents, mais évidemment des mouvements aussi d'enseignants, d'éducateurs qui étaient révoltés. Ben, malheureusement, ces gens-là étaient pas au rendez-vous. On n'a pas pu les réembaucher. Et c'est ça qui crée des bris de service. Donc, est-ce que je comprends qu'il y a plus de bris de service, plus de jeunes en bris de service qui se sont ajoutés à la liste dans les 12 derniers mois en raison de ces coupures-là? Donc, moins de professionnels à l'école en mesure de bien encadrer ces jeunes-là et de les aider, ce qui fait que l'école devient un peu surchargée, ne sont pas en mesure d'accompagner ces jeunes-là ou décident de ne pas le faire, disent aux parents, écoutez, on n'a pas ce qu'il faut, gardez-le à la maison, on vous envoie un tuteur. Est-ce que ça arrive plus fréquemment dans la dernière année à cause des coupures? Ben, c'est un cumul au fil des années parce que c'est pas la première fois qu'il y a des coupures en éducation. Le gouvernement considère le budget de l'éducation comme un portefeuille ouvert pour combler des déficits. Alors, c'est comme si on avait un grand portefeuille au niveau du Québec. Et à partir du moment que, par exemple, on a des problèmes, comme on l'a vu avec des projets de la filière batterie qui fonctionne pas, des augmentations qu'on n'avait pas consenties dans des conventions collectives qui fait déborder le budget qu'on avait, ben il faut le prendre à quelque part. Fait que là,
le ministre Legault envoie le communiqué à tous ces ministères, trouver des endroits où couper. Ouais. Mais c'est facile de couper en adaptation scolaire parce que ces élèves-là sont pas qualifiés pour la plupart. Ces élèves-là ne diplôment pas pour la plupart. Fait que ça affecte pas les résultats au tableau de bord du gouvernement. Alors, c'est méconnu. Alors, c'est plus facile, malheureusement, de toucher ces élèves-là qui sont sur une voie de service parce qu'ils sont en minorité. Oui, puis les emplois des TES et orthopédagogues, c'est pas conventionné. Les ratios de postes permanents par rapport au nombre d'élèves sont pas conventionnés, contrairement aux enseignants. Exactement. Donc, quand il y a des coupures, c'est pas le nombre d'enseignants qui diminue, c'est à moins qu'il y ait des classes qui soient coupées, mais globalement, c'est tous les professionnels autour. Dans un article du Journal de Montréal de Top 10 des injustices auxquelles vous avez participé, vous parlez aussi d'un manque de personnel qualifié, donc en lien avec les coupures. Est-ce que vous trouvez actuellement qu'on remplace trop souvent les éducateurs spécialisés par des gens qui n'ont peut-être pas toute la formation nécessaire pour gérer les crises et les enjeux comportementaux des jeunes? Mais d'abord, il faut aussi admettre que même les techniciens en éducation spécialisée n'ont pas une spécialité proprement dite pour travailler dans les écoles. Parce que quand on regarde la formation initiale pour les techniciens en éducation spécialisée, et c'est pas nécessairement nous qui le disons, là, c'est leur association de personnel en soutien scolaire, nous rappelle que c'est une formation qui est très généraliste. Au même titre que les enseignants, c'est une formation très généraliste. La formation en adaptation scolaire, malheureusement, ça date de plusieurs années. Elle est très peu convoitée parce qu'on s'entend qu'on a juste à ouvrir les journaux et on voit comment c'est finalement un emploi qui est pas très, très attirant. Alors, finalement, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on se retrouve avec des généralistes qui méconnaissent la réalité, finalement, des élèves, de la diversité des élèves qui présentent des besoins de plus en plus complexes. Et malheureusement, sont pas en mesure, finalement, souvent de s'adapter à ces réalités-là. Un autre élément aussi, et ça nous a beaucoup surpris, l'association, justement, des professionnels en soutien scolaire, nous a rappelé que non seulement c'est non conventionné, mais la plupart des éducateurs en éducation spécialisée ne travaillent pas à temps plein. Ils sont souvent sur des corps, travaillent à temps partiel et ont de plus en plus, comme on dit, de cas de suivi d'élèves sous leur charge, dans leur charge de travail, exactement. Et il vient un moment donné, ça tombe. C'est normal, ils sont des êtres humains. Alors, c'est dans ce sens-là que on trouve que ça crée une injustice envers nos enfants, puis indirectement envers nous. Parce que c'est qui répond au téléphone quand le directeur d'école appelle pour nous dire que notre enfant a décompensé, notre enfant n'est pas en mesure de suivre le groupe, notre enfant est en crise. Est en crise pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui le handicape, c'est pas nécessairement sa condition. Et tant qu'on comprendra pas ça au Québec, malheureusement, on va se retrouver en déficit de compétences. Vous dites que c'est l'environnement qui le handicape. Peut-être les opposants à cette idée-là vont dire, oui, mais l'enfant doit être, disons, à la hauteur du comportement attendu pour rester à l'école, sinon c'est ingérable. Et comment on fait pour... Vous pensez quoi de ça? Parce qu'on l'entend beaucoup, on entend les deux. On entend un peu ce que vous dites, un enfant qui a un trouble, par exemple, d'anxiété généralisée, c'est sûr qu'il y a des enjeux à l'école, il y a besoin d'un encadrement différencié, disons ça comme ça. Puis en même temps, des fois, il y a cette surcharge-là qui pèse sur le réseau scolaire. On a tendance à blâmer les parents ou à blâmer les enfants en disant OK, mais l'enfant n'est pas à la hauteur. C'est pas au réseau scolaire à porter le poids de tout ça. Comment on concilie ces deux visions-là? Dans un premier temps, c'est de mécomprendre le développement finalement d'un enfant. Tous les enfants se développent à leur rythme. Il y a certains enfants qui effectivement prennent un petit peu plus de temps pour se développer et ont besoin d'un petit coup de pouce aussi. Et les chercheurs en éducation, les chercheurs en psychoéducation, moi-même je suis chercheur en travail social, vous diront que ça fait longtemps quand on regarde un problème, on le regarde dans une perspective systémique. On regarde c'est quoi les obstacles, c'est quoi les bloquants, comment qu'on pourrait améliorer l'environnement.
Et même en tant qu'adulte, nous-mêmes, on a juste à réfléchir. Quand on commence un nouvel emploi, on se dit, ben, on regarde les conditions, on regarde un peu l'environnement de travail, puis pour voir si finalement c'est un bon fit. Alors, la seule chose qu'on dit, nous aussi, c'est que est-ce qu'on peut se donner la peine au Québec de prendre les études, de prendre les pratiques exemplaires, les bonnes pratiques basées sur la science et appliquer ça dans nos écoles, dans la manière finalement de former les groupes, la manière de construire des nouvelles écoles pour que les locaux puissent prendre des plus petits groupes, des plus grands groupes, des moyens groupes, et puis aussi au niveau de la formation initiale, qu'on réfléchisse à former la future génération des enseignants, enseignantes, éducateurs, éducatrices, tout le personnel scolaire dans une perspective d'apprentissage universel. OK. C'est-à-dire que donner de la flexibilité à ces intervenants-là scolaires pour que, dans une seule et même classe, l'enseignant puisse aménager sa classe. Et je peux vous le dire, ça fait du bien à tous les élèves d'aménager une classe qui a moins de stimuli visuels, qui n'a pas de néon qui clignote, qui pourrait finalement changer puis déranger les perceptions visuelles. Que ça soit beaucoup plus calme, qu'il y ait plus de récréation, qu'il y ait plus de moments de détente pour tous. C'est dans cette perspective-là qu'on dit que en s'attardant davantage à connaître finalement c'est quoi l'inclusion, c'est quoi les bonnes pratiques inclusives, les bonnes pratiques d'apprentissage universel et comment qu'on pourrait l'appliquer à l'école pour que finalement, ce soit tous les enfants qui en bénéficient. Vous avez nommé les bâtiments, la formation des maîtres. Évidemment, ça reste des chantiers à moyen long terme là, quand on veut s'attaquer à ça. Mais Oui. si la ministre de l'Éducation, Mme Sonia Lebel, nous écoute actuellement, ce serait quoi la mesure numéro 1, celle à mettre en place maintenant qui ferait la plus grande différence selon vous pour ces jeunes-là? Ben, je vous dirais certainement de demander aux directions d'école d'appliquer un leadership qui est transformatif. Transformatif un peu dans le sens que je vous l'ai nommé tout à l'heure, c'est-à-dire que les recherches existent, les bonnes pratiques existent. Ça ne prend pas grand-chose pour un directeur ou une directrice d'école pour dire, ben écoutez, voici ce qui est recommandé dans l'aménagement de vos classes. Voici ce qui est recommandé dans comment on intervient auprès d'un élève qui se décompense en raison justement d'une surcharge environnementale ou de stimuli. Alors, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'attendre que les futures cohortes qui, elles, vont être finalement éduquées en approche universelle, parce qu'on s'entend, là, du côté anglophone, c'est connu depuis 10, 20, 30 ans. Là. Ce n'est qu'une question de quelques mois, là, quelques années avant que les milieux éducatifs francophones s'adaptent finalement à ces pratiques-là exemplaires qui ont su faire des preuves. Madame Bianca Nugent, présidente de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Bon, après cette discussion nécessaire sur les services pour nos élèves à besoins particuliers, on change un petit peu de registre et on s'en va au cœur du fonctionnement du cerveau de nos jeunes. Place au segment exclusif des tout nouveaux parcours parents d'aidersonenfant.com, animé par Lise Marquis. Aujourd'hui, c'est la pédopsychiatre Céline Lamy, qu'on connaît bien au balado, qui répond aux questions de parents et aux questions d'Élise. Entre autres, est-ce que l'hypnose peut aider à gérer l'agitation ou le sommeil de nos jeunes? Céline va aussi expliquer pourquoi le cerveau de nos ados les pousse à l'impulsivité. Puis pourquoi le lien d'attachement avec les parents, avec l'entourage, reste la clé, même ou surtout quand ils nous repoussent. Puis tout ça est essentiel, évidemment, pour bien comprendre ce qui se passe dans leur tête, puis être en mesure de bien les encadrer, bien intervenir et bien les seconder dans cette phase importante-là de leur vie. Alors, allons-y, on écoute ça maintenant. J'avais une question par rapport aux traitements alternatifs comme l'hypnose. Est-ce qu'elle peut jouer favorablement sur le développement du cerveau dans la programmation ou dans la déprogrammation de certaines structures qui sont déjà installées? Donc, est-ce que l'hypnose peut jouer un rôle favorable dans le développement du cerveau et jusqu'à quel point ça peut être une mesure alternative à la médication, exemple, ou non?
C'est une bonne question, ça. Est-ce que l'hypnose, ça pourrait aller jusqu'à remplacer la médication? Non, ça ne remplace pas la médication. L'hypnose, c'est vraiment une technique extrêmement éprouvée, effectivement, qu'on connaît bien, qui permet surtout d'aller travailler sur des traumatismes, qui permet à certains de nos petits cocos d'avoir des stratégies pour dormir. Mais l'hypnose en tant que telle ne vient pas modifier une structure cérébrale ou développer une structure cérébrale. Cependant, effectivement, si on pense à l'hypnose qui aide nos enfants à dormir, par exemple, ça peut, chez certains enfants très irritables le lendemain, qui sont beaucoup plus agités, aider à diminuer l'agitation. Ça ne vient pas en remplacement de la médication, mais ça peut être tout à fait complémentaire. On a parlé tantôt des ados qui étaient un peu bêtes avec leurs parents, qui leur disaient « je veux prendre mes distances ». Mais qu'est-ce qui explique l'impulsivité chez les ados? On s'entend quand même, je le redis, la maturité complète du cerveau, cortex préfrontal, cerveau des émotions, c'est 25 ans. Donc jusque-là, ils ont le droit encore d'être un petit peu impulsifs puis d'avoir des émotions fortes, surtout à l'adolescence, et de réagir. Mais les enfants, les adolescents, ils sont aussi dans une motivation qu'on appelle motivation par approche, qui est nouveau. C'est que pour être stimulé, pour avoir du plaisir, pour avoir de la dopamine, il ne suffit pas juste qu'on me montre des choses de loin, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de vivre et d'expérimenter. Ce qui fait que nos ados vont être dans des prises de risques beaucoup plus impulsives, sans réfléchir aux conséquences au long terme, et ils vont être aussi plus à même d'aller goûter de la drogue, de l'alcool, parce que même s'ils savent cognitivement dans leur cortex préfrontal que ça a des conséquences, mais ils sont encore mus par le cerveau des émotions et cette envie de plaisir immédiat. Et de fait, le cortex préfrontal qui dit « tu ne devrais pas » est oublié et on y va avec le cerveau des émotions et du plaisir. Et effectivement, on se met à risque. Mais c'est stressant pour les parents? Oui, mais ça fait partie effectivement de l'adolescence. Puis je pense qu'il est important quand même de ne pas lâcher sur l'éducation et leur rappeler, c'est-à-dire nourrir leur cortex préfrontal et les sensibiliser à cette impulsivité-là, de dire, si tu fais ce choix-là, peut-être que moi, je préférerais qu'on soit ensemble. Si tu veux goûter la première fois de l'alcool, je préférerais goûter avec toi plutôt que tout seul dans ton coin, puis pas savoir ce qui se passe pour toi. Le lien est essentiel avec nos enfants dans les expériences. C'est ce qui est le plus important. Oui. On va aller écouter la question de cette maman. Quel est l'impact des relations sociales, familiales dans le développement du cerveau des enfants et des adolescents? Quel est le rôle de la famille dans le développement du cerveau? Le rôle est essentiel. Les enfants, pour se développer, ils ont besoin de liens. Ils ont besoin de jouer et ils ont besoin de la nature. Et le lien, qu'est-ce que c'est? C'est l'attachement. Puis l'attachement, il se crée dès que l'enfant est petit, dès que le bébé est petit. Pour survivre, il a besoin d'un autre adulte. Donc cet attachement-là, il est essentiel. Puis ça va effectivement le mettre en sécurité. En sécurité, pourquoi? Pouvoir aller explorer le monde. Et par l'exploration du monde, alors il va faire tant d'expériences qu'il va développer justement tous ses sens et tout son cerveau. Mais un enfant qui n'est pas sécure, qui n'a pas un lien d'attachement sécure, va avoir beaucoup de mal à aller explorer, il sera toujours méfiant. Sa rencontre à l'autre sera méfiante et sa rencontre avec le monde au sens large sera méfiante. Alors, le rôle des parents et de l'entourage au sens large est essentiel pour le développement du cerveau. Puis dans le concret, c'est quoi? C'est que notre enfant sache qu'on sera toujours là pour l'accueillir, quoi qu'il fasse? Pas tant parce que, est-ce qu'on peut dire qu'on sera toujours là pour notre enfant? C'est une promesse qui est difficile à tenir. Simplement, là encore, les 1000 premiers jours de la vie et le fait que notre enfant est très démuni, n'a pas encore tout à fait accès au langage, et va nous envoyer des signaux en nous disant « je suis vulnérable, j'ai besoin de toi ». Ce qu'on demande aux parents, c'est d'être le plus cohérent et le plus consistant possible dans leur réponse, de dire « j'ai entendu, j'ai vu et j'essaye de répondre au mieux à ton besoin, de te sentir entendu, vu, écouté ou considéré. » Alors oui, dans les 1000 premiers jours de la vie, mais après aussi. C'est de maintenir ce lien-là et même avec nos ados, de dire « tel que tu es, même si des fois tu m'envoies promener, je suis effectivement là et je t'accueille dans tes émotions et l'émotion ou le volcan émotionnel que tu vis toi ne me fait pas peur, ne va pas me détruire, je reste là solide. » Merci beaucoup.
Voilà, c'est tout pour cet épisode de Cette semaine à l'école. Un immense merci à Mme Bianca Nugent, présidente de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, pour l'éclairage terrain, ainsi qu'à toute l'équipe d'aidersonenfant.com et Élise Marquis et Céline Lamy pour les pistes de réflexion sur le cerveau de nos jeunes. Si cet épisode-là vous a parlé ou si vous voulez revoir la capsule des parcours parents, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou aux plateformes balado auxquelles on est diffusé ou allez voir grandpossible.com/balado pour ne rien manquer. On se revoit la semaine prochaine, mercredi, pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye tout le monde.